Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix du mondial, on est de retour, bon, mi-figue, mi-raisin, on a perdu, mais on est premier, on a perdu, mais on est qualifié, et finalement, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, et l'ivresse, c'était quand même la qualification et la première place. Alors avec Cécile, on a toujours nos invités, Philippe Bilger, Frédéric Jouve, qui est là. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Il a commenté le match sur Sud Radio, Rémi Dos Santos, journaliste sport Sud Radio. Ça va Rémi, on s'est remis? Ça va toujours, oui, on a un petit peu calmé. On a avec nous une voix de Sud Radio et fan de foot. Bonsoir Jean-Jacques Bourdin. Ah bah on va la voir de suite. Et aujourd'hui, Chérif Guémour, journaliste à SoFoot. Salut Chérif. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, notre première question, notre premier débat, que pensez-vous? Est-ce que l'équipe de France vous a convaincu lors de ce premier tour? Écoutez, c'est quand même bizarre, vous êtes seulement 29% à avoir été convaincu par les Bleus. C'est assez surprenant. Alors, est-ce que c'est l'effet des fêtes contre la Tunisie? On ne sait pas trop. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et avec nous, nous avons Jean-Jacques Bourdin. Bonsoir Jean-Jacques. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Un petit mot sur ce match que vous avez dû regarder, forcément. Je l'ai regardé et j'ai été profondément déçu, je vous le dis. Profondément déçu par le résultat, mais surtout par le jeu pratiqué. Quand on offre à des remplaçants la possibilité de jouer un match de Coupe du Monde, on se comporte, me semble-t-il, autrement. Je suis assez sévère avec Didier Deschamps. Mais cela dit, nous verrons dimanche si les choix de Didier Deschamps étaient les bons. Si on se qualifie dimanche en huitième de finale, tout le monde va dire il avait eu raison de faire jouer cette équipe bis. Si on ne se qualifie pas dimanche, tout va lui retomber dessus. C'est parce que faire jouer des remplaçants, c'est acquis tout double. On va faire un tour de table. Philippe Bilger, est-ce que il faut être dur finalement avec Didier Deschamps? Non, parce que là où je ne rejoins pas totalement Jean-Jacques, c'est dans le fait que ces remplaçants n'étaient pas habitués à jouer ensemble et que par conséquent, ça peut expliquer un petit peu le jeu médiocre de l'équipe de France. En plus, je crois, ça a été dit tout à l'heure, que il y avait un enjeu très réduit ou même pas d'enjeu du tout, et donc ça peut expliquer pourquoi il y a eu ce jeu sans véritable passion. Je vous ai connu moins indulgent que cela. Oui, mais Jean-Jacques, sur le foot, je suis très indulgent. Frédéric Jouve, justement. Moi je dis the grosse boulette alors. Il y a comme une boulette sur les ondes. Alors bon, l'essentiel est sauf, on est qualifié, mais bon, énervant ce match, très énervant, vraiment. C'est 102 minutes de tension négative. C'était laborieux, en fait. Une première mi-temps qui est inversement proportionnelle au talent de cette équipe de France. Alors, 14 ballons touchés par Guendouzi, ce qui est très très faible au milieu de terrain, qui est censé être le point stratégique. Épouvantable. 14 ballons touchés en première mi-temps, ce qui est vraiment trop faible. C'était un milieu chamallow, quoi, qui impressionne personne en fait. Et tant mieux, il vaut mieux s'en apercevoir maintenant. Vous savez, pour discuter souvent avec des joueurs professionnels, et pour cause, je sais que quand on perd un match, ce n'est jamais bon. Même si ce sont les remplaçants qui l'ont perdu, ce match. Bien sûr. C'est une question de confiance. Et la victoire appelle la victoire, et la défaite, malheureusement, appelle la défaite. Alors, on voit cette perte de balle là, de Youssouf Fofana. Il n'y a aucune réaction derrière. Il y a 4-5 joueurs français qui sont dans le vent, une défense qui recule. Il y a aucune réaction. Et derrière, but, merci, au revoir. En fait, ce match, il nous montre les limites qu'on peut avoir dans la profondeur de banc, dans une grande échelle. En fait, c'était la misère, quoi. Des pertes de duels, des déchets techniques, pas d'intensité, pas de magie. En fait, Grisou, t'es où, quoi, en voilà, gros, c'est ça. Rémi Dos Santos, on a l'impression d'un match très très lent. Oui, il n'y avait pas beaucoup de rythme. Alors on a des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué depuis le début de la Coupe du Monde, depuis quelques semaines. Donc évidemment, c'est vraiment cette notion de manque de rythme.
Il y a le fait que les Bleus étaient quasiment assurés de cette première place, évidemment, ça joue. Et je suis d'accord avec Frédéric que ça montre que la liste, elle a été bizarrement bâtie par Didier Deschamps. On a un 11 qui est très solide avec Giroud, avec Mbappé, avec Griezmann. Par contre, derrière, il n'y a rien. Donc il faut espérer qu'il n'y ait pas d'autres blessures. On a perdu Lucas Hernandez en début de compétition. Sur ce point, Camavinga, pour le coup, c'est un bon test match. Alors après, ça, c'est intéressant. Attention, sur le long terme, je sais pas. C'est pas Hernandez, fait un très bon match. Oui. Maintenant, ça reste que la Tunisie et quand il faudra affronter d'autres adversaires, ce sera un peu différent. Maintenant, je comprends aussi la notion de la volonté de Deschamps d'avoir fait tourner, parce que dans cette Coupe du Monde très ramassée, c'était un luxe de pouvoir se permettre de souffler avant les huitièmes de finale. Chérif Guémour, est-ce qu'il fallait s'y attendre finalement à ce résultat ? Pas vraiment, parce que évidemment on savait que la Tunisie allait réagir parce qu'ils avaient encore une chance de qualification, mais même quand c'est l'équipe de France B, et là je rejoins un peu tout le monde par rapport au reproche qui peut être fait à cette équipe de France qui a perdu. D'abord, Didier Deschamps déteste la défaite. Donc, je crois que c'est Philippe Bilger qui a dit qu'il y a des joueurs à qui on a donné leur chance qui n'ont pas su la saisir. Didier Deschamps sera son. C'était Jean-Jacques Bourdin. Oui. Jean-Jacques Bourdin, donc on est d'accord. Ça reste vrai tout de même. Hein. Oui. Non, mais Didier Deschamps saura s'en souvenir. Et il y a une règle d'or numéro 1 en football. Quand on peut pas gagner un match, il faut surtout pas le perdre. Et là, ça fait tâche parce que voilà, sur le tableau, on voit que l'équipe de France finit ex-aequo avec l'Australie. C'est pas réjouissant. Maintenant, il n'y a pas péril dans la demeure. Moi, je reste confiant. Voilà, c'est tout. Je suis très contrarié par cette défaite parce que c'est jamais bien de perdre. Et est-ce que ça remet tout en cause ? Non. Alors, un mot, Rémi. On va au 0826 300 300. Un mot, Rémi. Un petit mot. Après le match, on a entendu Antoine Griezmann en son au micro de TF1, en interview. On aura peut-être l'occasion de l'écouter un peu après. Il a relativisé la défaite et il a notamment excusé ses partenaires qui n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble, qui pour certains n'avaient jamais joué en Coupe du Monde. Voilà. Donc très rapidement. Il faut dire autre chose. Oui, Jean-Jacques. Oui, un mot, oui. Je vous pose la question, est-ce que Antoine Griezmann pouvait dire autre chose que ce qu'il a dit? C'est sûr. Oui, soyons clairs et soyons directs. On dirait un homme politique. Parce qu'il ne pouvait pas dire autrement. Mais il n'en pense pas moins, j'en suis certain. Les joueurs sont vexés. Donc ça, c'est bien, parce que les joueurs sont vexés. Même ceux qui n'ont pas joué sont vexés parce qu'on perd contre la Tunisie, contre laquelle on n'avait jamais perdu. Ne l'oublions pas. On n'avait jamais perdu un match contre la Tunisie. Bien sûr. D'une part. Ensuite, les joueurs sont vexés parce qu'ils ont perdu. Mais moi, l'histoire de faire tourner les équipes, je suis pas favorable. Pas trop favorable. Il y a 7 matchs à jouer dans cette Coupe du Monde. Qu'on fasse tourner 2-3 joueurs parce qu'ils sont un peu fatigués, je comprends très bien. Mais qu'on change 9 joueurs sur les 11 titulaires qui ont joué le dernier match, je ne comprends pas. On part au 0826 300 300. Bonsoir Benoît, du Tarn. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Benoît. Ancien entraîneur d'équipe amateur, là on voudrait avoir l'avis du coach d'équipe amateur. Comment vous avez trouvé ce match des Bleus? Alors, on va dire des Bleus bis, je ne sais pas trop comment dire, ou des Bleus à prime. Ou des Bleus bites, comme on dit. Voilà, j'avais pas osé. Moi je l'avais même pas pensé. Ouais, mais là c'est pas le coach qui parle, c'est le supporter français. Moi je suis très très en colère, voire fou de rage, parce que on n'a rien montré, on a été nuls. Il faut dire ce qui est. Les premières occasions qu'on a, c'est quand Griezmann, Mbappé, Rabiot et Dembélé rentrent. Après, j'écoute ce que vous dites depuis tout à l'heure et je suis plutôt d'accord avec Jean-Jacques. Oui, certes, c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, mais enfin, on parle de joueurs qui jouent au Real Madrid, à l'Olympique de Marseille, au Stade Rennais, à Francfort. Donc non, ils n'ont aucune excuse. On a été pas bons. Les remplaçants, comme vous l'avez dit, n'ont pas saisi leur chance. Pire que ça, je pense qu'il y avait un minimum de fierté avec cette problématique à nouveau de la Marseillaise qui a été sifflée. Et enfin, il faut penser aussi aux gens qui économisent pendant 4 ans pour voir un match de l'équipe de France au Qatar où ça leur coûte un rein et pour qu'on leur montre quelque chose comme ça. C'est juste scandaleux. Moi, certes, il n'y a pas péril à la demeure, comme vous dites, parce que effectivement, c'était pas le 11 de départ. Mais enfin, j'ai envie de dire,
est-ce que les dés n'étaient pas pipés d'entrée? Quand vous voyez la composition d'équipe, que vous voyez que des axiaux jouent latéraux, que des 6 jouent latéraux, qu'un 6 joue milieu offensif gauche, en revient une fois de plus la question de la liste de Didier Deschamps. Alors, ça y a donné raison, et Dieu sait que j'espère que ça lui donnera raison jusqu'au bout. Mais je peux vous dire que moi, par exemple, je parie dans une ligue amateur de pronostics, et il y a plein de gens qui, en voyant cette composition, ont vu la victoire de la Tunisie. On parle de la Tunisie quand même. 120e nation au niveau football mondial. Donc, je veux dire, il y a un moment, notre première mi-temps, elle est juste scandaleuse. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a aucune excuse à leur trouver. Je pense que des garçons comme Kamavinga, Tchouaméni, Kolo Muani, etc., ça s'est joué au football quand même. Et puis je rappelle aussi que pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, après chaque match de l'équipe de France, il y a des matchs amicaux qui sont organisés avec des joueurs qui ne jouent pas. Oui, c'est vrai. Donc, contre des clubs amateurs du coin. Et ils s'entraînent ensemble, pardonnez-moi. Et ils s'entraînent ensemble. À quoi servent les entraînements? Alors moi, je veux bien qu'à mon niveau, à mon petit niveau, quand j'arbitre en amateur, que je change 9 joueurs, il n'y ait pas des automatismes et qu'ils soient perdus et qu'ils n'y arrivent pas. Là, on parle de professionnels quand même. Donc non, moi, je suis vraiment pas, enfin, je suis fou de rage pour être franc avec vous, parce que la fameuse équipe des coiffeurs qu'on appelle depuis 1998 a eu de bons résultats sur d'autres Coupes du Monde, mais bizarrement, c'était des joueurs aussi qui jouaient à leur poste. Ça, c'est vrai. Alors qu'aujourd'hui... Je voulais dire, pardon, je vous coupais juste pour dire qu'un mot sur Twitter, le mot qui revient le plus pour l'instant, c'est honteux. Oui, c'est le top tweet, c'est honteux. C'est l'orgueil. Oui. C'est l'orgueil. Non, mais il y a un minimum. Frédéric Jouve, ce que disait Benoît, c'est quand même très juste. Kamavinga, milieu récupérateur qui joue arrière latéral, Dissassi qui joue toujours dans l'axe, qui se retrouve arrière latéral. C'était une équipe faite de briques et de broc, et ça pose la question de la liste. Oui, alors là je suis moyennement d'accord parce qu'on a quand même un grand technicien qui s'appelle Didier Deschamps, et sur la partie organisation du jeu, c'est une autre histoire. Voilà, c'est pas là-dessus que pour moi que ça se que ça se joue. Donc d'abord je voudrais dire deux choses. La première, c'est on peut aussi rendre un hommage à cette équipe de Tunisie et leur dire bravo, parce que très franchement, aller taper une nation comme la France, championne du monde au football, félicitations, c'est ce qu'on appelle un exploit. Après je reviens sur ce qu'a dit Jean-Jacques, et je trouve qu'il a parfaitement raison. Effectuer 3-4 changements, c'est une chose. En effectuer 7, c'en est une autre. Pourquoi? Parce que en faisant 3-4 changements, on fait quand même souffler, on garde un équilibre de jeu, on garde notre stratégie et notre engagement. Et le fait d'avoir fait ces 7 changements, et qu'est-ce qui se passe à la fin? On fait rentrer l'armada, et on voit que le match change complètement. On fait rentrer les tauliers, grosso modo, Griezmann, Mbappé, Rabiot, Dembélé, Saliba, c'est un autre sujet. Mais c'est là où on risque la blessure. Parce que finalement, Griezmann, Mbappé, Rabiot, là, les tauliers, ils ont pris leur responsabilité, essayer de marquer, et c'est là où on peut générer un penalty, une blessure. Donc voilà. Donc si on fait 3-4 changements et que ces changements sont vraiment stratégiques dans le milieu de terrain, par exemple, ou devant, on n'a peut-être pas le même résultat au bout. Voilà. Shérif Guémour veut réagir. Oui, mais par rapport à tous ces changements, que moi aussi j'ai trouvé excessifs, j'ai été assez étonné de voir autant de changements. Mais ce qui me chiffonne le plus, une fois de plus, je veux pas céder au défaitisme ou quoi que ce soit, au catastrophisme, même si moi aussi je suis un peu en colère, c'est les conséquences en fait de tous ces changements. C'est qu'à l'arrivée, on fait entrer des joueurs et on les a associés à la défaite. Et c'est ça, moi, qui me chiffonne, associé à la défaite des types comme Rabiot, Griezmann, Mbappé, qui sont extraordinaires. Ce soir, ils ont perdu. Oui. Et puis, psychologiquement, ils sortent du match, ils ont perdu. Et fallait-il les faire entrer avant? Fallait-il moins faire de changements? Sans doute aussi. Sur cette critique-là, je suis d'accord, je vous rejoins. Sur le nombre et les conséquences. Le nombre trop grand de changements. Jean-Jacques veut réagir rapidement. Le mot de la fin. Je voudrais ajouter quelque chose qui me paraît essentiel, c'est que en fin de match, l'équipe adverse, et on l'a vu, l'équipe tunisienne était fatiguée. Et c'est là où on risque d'être blessé. Pourquoi? Parce que le joueur en face n'a plus les mêmes réflexes. Et sur un coup malheureux, il peut nous blesser un joueur majeur. Donc Kamavinga a failli être blessé sur la fin. Il prend un très mauvais coup. Voilà. L'agression, oui. Voilà.
C'est classique dans le football. Ça arrive dans les 20 dernières minutes, c'est là où souvent les blessures graves interviennent. Donc je me dis qu'on a pris d'énormes risques, à la fois dans la composition de l'équipe, on a pris d'énormes risques en changeant trop de joueurs, et on a pris d'énormes risques en faisant rentrer nos joueurs cadres à la fin du match. Pour un résultat qui finalement est le même qu'avant qu'il rentre. C'est-à-dire qu'on a perdu 1-0. Eh ben, vous restez avec nous, Philippe Bilger, Frédéric Jouve, Jean-Jacques Bourdin, Rémi De Santos et Sheriff Guémour et bien sûr Philippe David. On revient dans un instant pour la suite. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix du mondial avec Philippe Bilger, Frédéric Jouve, Jean-Jacques Bourdin qui était avec nous, Rémi Dos Santos, notre spécialiste journaliste sport Sud Radio, et puis Sheriff Guémour, journaliste SoFoot. Et on va revenir sur deux sons. D'abord le son de Griezmann, juste au sortir, Rémi, du terrain. Oui, juste à la sortie du terrain, il a été interrogé par nos confrères de TF1 et justement il est revenu sur les joueurs qui étaient titulaires. Il a été relativement magnanime, on en parlait tout à l'heure. Ces matchs-là, quand tu es qualifié, il y a beaucoup de changements dans l'équipe. C'est très difficile pour ceux qui ont commencé le match parce qu'il n'y a pas de repères. Beaucoup jouaient leur premier match titulaire dans une Coupe du Monde. Donc c'est chaud, c'est compliqué, mais voilà, ils ont tout donné et ensuite on est qualifié et le plus important c'est le match qui arrive. Voilà. Donc après c'est vrai que c'est très diplomatique hein. Je pense qu'on est d'accord avec Jean-Jacques. L'important c'est le match qui arrive. Mais au fond, pardon, Philippe Bilger, pour expliquer la médiocrité du match, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que les remplaçants, il n'y en avait aucun qui pouvait espérer être dans l'équipe type après? Il y en a absolument aucun, à part Tchouaméni et Varane qui sont les deux seuls qui étaient dans le 11 habituel. Personne n'a on est sur des joueurs qui ont très peu d'expérience internationale. On a compté avec Philippe David avant le match, il y avait 203 sélections au total, donc 87 pour Varane seul. Donc on avait des joueurs qui avaient 5, 6, peut-être 3 joueurs cumulaient 81% des sélections. Voilà, on a fait le calcul ensemble. Quand on fait rentrer Trezeguet ou Thierry Henry en 98, ils n'ont pas beaucoup de sélections non plus. C'est une question de génération aussi, quoi. On peut réagir aussi. Allez-y. Je suis pas entièrement d'accord. Hein. Il faut que chaque joueur se sente impliqué. N'oubliez pas qu'en 2018... Et Mbappé en 2018, il n'a pas beaucoup de sélections non plus. Hein. Non, mais c'est pas ça. Moi, je parle des remplaçants et des joueurs qui sont susceptibles d'entrer. N'oubliez pas qu'il y a des joueurs comme Fekir, Tolisso qui ont apporté un coup de main et qui l'ont bien apporté quand on les a appelés. Et là, c'est pareil. Avec les remplaçants qui ont joué ce soir, ils peuvent être appelés à n'importe quel moment pour une blessure, une méforme, une fin de match, des prolongations, des arrêts de jeu. Non, il fallait vraiment donner... oui, mais sur un poste, là, il y a 7 changements. Sur un poste, évidemment, non, mais là je prends à titre individuel ceux qui n'ont pas été à la hauteur ce soir. Ils sont tous éligibles à peut-être ne pas être titulaires, mais à entrer en cours de match. Une blessure, une méforme, et il faut être au taquet et rentrer tout de suite. Un type comme Kamavinga, je pense qu'il a donné suffisamment de garanties, même si ça n'a pas été parfait. On peut compter sur lui. Les autres... Et si on regarde bien, on va écouter Didier Deschamps. Oui. On écoute Didier Deschamps. J'ai géré encore un peu plus par rapport à ce qui s'était passé, parce qu'il y a des joueurs qui étaient à risque, et puis parce qu'on avait fait 2 matchs d'une grosse intensité en 4 jours. C'est donner la possibilité à plus de joueurs du groupe d'être sur le terrain. Évidemment, quand ils sont aussi nombreux, c'est pas évident, mais ça leur permet aussi de voir la différence qu'il y a. C'est un match de Coupe du Monde, donc personne n'est condamné, on a toujours le groupe. Jean-Jacques Bourdin, dans la phrase de Didier Deschamps, il y a « j'ai géré ». Oui, gérer. Mais ça, il sait bien faire. Non, il sait gérer. Il sait gérer, mais encore une fois, je ne condamne pas Didier Deschamps, je dis on verra dimanche. Oui. Les choix ont été les bons ou pas. C'est dimanche que nous pourrons vraiment critiquer Didier Deschamps. Pour l'instant, on a perdu ce match qui est décevant, terriblement décevant. Mais moi, il y a un autre aspect qui est important à notre paramètre, c'est la confiance que vous donnez à vos futurs adversaires. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, cette équipe de France, elle était assez impressionnante. Et là, tout à coup, la voilà, même si ce sont des remplaçants, la voilà qui est finalement prenable. Et ça me gêne un
tout petit peu. Ça me gêne un tout petit peu. Maintenant, la faiblesse de cet après-midi, c'était surtout la faiblesse du milieu de terrain. C'était une équipe qui était absolument pas équilibrée. Quant à Guendouzi, pardonnez-moi, mais Guendouzi, c'est le joueur qui joue toujours en arrière. Est-ce que vous avez remarqué, sur 40 passes de Guendouzi, il y en a 35 qui vont derrière. C'est un joueur qui ne joue jamais devant lui. Quant à Verretou, lui aussi, le milieu de terrain marseillais, là, a failli terriblement ce soir. Je sais bien qu'il y a des supporters de l'OM qui nous écoutent, mais je suis obligé de le dire. Bon, une équipe déséquilibrée, un jeu déséquilibré, une attaque Colomboigny-Coman. Oui. On n'avait jamais vu, c'est une attaque inédite, c'est le moins qu'on puisse. Jean-Jacques a parfaitement raison, c'est un milieu qui recule, c'est une défense qui recule, c'est du déchet technique et qu'il y a des joueurs à ce niveau-là qui doivent être au rendez-vous quand on a besoin d'eux. Ça s'arrête là, le haut niveau. Mais je ne sais plus qui m'a mis la puce à l'oreille. Benoît, on va réagir vous allez réagir. Parler des joueurs qu'on n'attend pas et qui un jour jouent. La dernière finale de Coupe du Monde, je me rappelle qu'un certain Steven Nzonzi était rentré alors qu'il était loin d'être titulaire. Est-ce que ah ben c'est Chérif qui a dit Benoît et Chérif. C'est vrai que là, ceux qui ont joué aujourd'hui, on se dit vaut mieux pas qu'il y ait un joueur qui se blesse ou qu'il y en ait un qui se prenne un carton rouge ou 2 jaunes parce qu'il va être suspendu, parce que le banc est court et surtout ils n'ont pas pris leur chance. À part Konaté, oui. Benoît et Chérif. Benoît. Non, oui, Benoît, toujours avec nous. Oui, ça a sauté. Oui. Oui, alors, moi, oui, je suis toujours là. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas... non, je suis pas d'accord avec tout ce qui est dit, parce que, justement, il y a un problème de ligne. Non, mais le but, quand on fait jouer des remplaçants, on est d'accord. Prenons l'exemple de 98. Oui. Le 3e match contre le Danemark, on fait jouer... Là, vous m'entendez? Oui, mais ça saute. On va vous rappeler, on va donner la parole à Chérif Guémour. Chérif, c'est vrai, je prenais l'exemple Nzonzi, mais c'est quand même un exemple type. On l'aurait jamais imaginé jouer la finale. Hein. Non, mais des joueurs aussi comme Tolisso et Fekir, qu'on a appelés en cours de match et qui ont répondu présent. Donc ça, c'était important. Je soupçonne Didier Deschamps, alors j'ai du mal à le croire parce que c'est pas du tout le genre de la maison, d'avoir cédé un peu à l'euphorie. Et quand on voit un peu la réaction qu'il a après le match, ça rejoint un peu l'air léger qu'avait Griezmann. On était qualifié, il fallait faire tourner. Didier Deschamps, c'est pas un joueur qui offre du temps de jeu gratuitement comme ça à n'importe qui, à autant de joueurs. Moi, je pense qu'il s'est trompé, qu'il a cédé à l'euphorie d'avoir réussi les 2 premiers matchs. C'est pas son genre. Et alors, ce que je souhaite, alors une fois de plus, on va pas être catastrophiste, ce que je souhaite, c'est que ça ne démobilise pas l'équipe de France. Et je me rappelle, quand j'avais lu le bouquin d'Aimé Jacquet, alors là, on va revenir à 98, comme en parlait Benoît. Le boulot d'Aimé Jacquet pendant la Coupe du Monde 98, il était à 2 niveaux. Évidemment, préparer l'équipe sportivement, la tactique. Et le deuxième truc, c'était d'observer au jour le jour le comportement des joueurs. Il surveillait le moindre relâchement, le moindre signal négatif qui pouvait venir perturber l'équipe. Et une défaite, ça perturbe l'équipe. Une fois de plus, pas de catastrophisme, parce que là on parle à chaud aujourd'hui d'un match, et en effet l'équipe de France a gagné le 3e match, le match des coiffeurs, contre le Danemark. Donc là ça n'a pas été le cas, mais même en 2018, à la limite ils finissent sur un match nul avec le Danemark, mais c'est un match nul, c'est pas une défaite. Et là il y a une défaite, et bon, il y a une petite décompression. Et maintenant, je fais confiance, une fois de plus, je fais confiance à Didier Deschamps pour remettre l'équipe d'aplomb, ou du moins en interne, j'imagine mal qu'il garde cette euphorie et cette légèreté. Je ne crois pas du tout. Jean-Jacques, pour remonter le moral, à l'Euro 2000 qu'on a gagné, on avait mis les coiffeurs au 3e match, on a perdu et on a gagné l'Euro. Oui, l'Euro. Et là, on est en Coupe du Monde. Oui. C'est une grande différence, et puis je trouve le niveau quand même très élevé de cette Coupe du Monde. Franchement, les matchs sont passionnants, le niveau technique je le trouve très bon, l'arbitrage est exceptionnel, oui, me semble-t-il, très peu de cartons rouges, pratiquement pas, ce qui est une leçon pour nous dans le championnat de France de Ligue 1 ou celui de Ligue 2, où les cartons rouges sont sortis à tort et à travers. Franchement, je me régale devant ma télévision, devant les matchs. Philippe Bilger.
pas régaler avec l'équipe de France cet après-midi, voilà, tout simplement. Ah, mais personne d'ailleurs. On a un rang à tenir. On est champion du monde en titre, on a un rang à tenir. Mais Jean-Jacques, quand vous dites que vous allez attendre dimanche à 16h pour voir ce que vaut l'équipe de France, est-ce qu'au fond, ça n'est pas déjà joué, puisque probablement on va remettre l'équipe de France qui était bonne, paraît-il, contre le Danemark. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas de raison qu'il y ait une déperdition ? Vous pensez que ce match ne compte pas dans l'esprit des joueurs? Oui, puisque la plupart des joueurs savaient qu'ils ne seraient pas repris dimanche. Même ceux qui ne jouent pas. Vous savez, quand vous faites partie d'un groupe, vous avez toujours envie de gagner. Et cette équipe, Didier Deschamps, c'est un gagneur. Et à travers les propos qu'il a tenus tout à l'heure, je vois une grande désillusion chez lui. Il est déçu. Il ne le dit pas. Évidemment qu'il ne va pas le dire. Mais il est déçu. Alors, c'est pour ça que je dis on verra dimanche. Parce que j'attends avec impatience le comportement. Il y a deux comportements possibles. Soit il y a effectivement, on a oublié ce match de mercredi, il ne compte pas, et dimanche on poursuit sur la lancée du dimanche précédent, ou du samedi précédent, soit ça a marqué les esprits. Une défaite entraîne une défaite. Vous restez avec nous. Merci à Benoît, on n'a plus le temps de le reprendre. Merci à vous. Merci Benoît, merci Jean-Jacques. Restez avec nous dans quelques instants. Philippe Bilger reste avec nous, Frédéric Jouve, Rémi Dos Santos et Chérif Guémour, journaliste à SoFoot. On revient dans un instant, on parle encore de football pendant une demi-heure. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David, Cécile de Minibus. C'est la dernière partie du mondial. On est ensemble jusqu'à 19h30. On parle football avec des spécialistes. Ils aiment ça, je peux vous assurer. Philippe Bilger est avec nous, Frédéric Jouve, Chérif Guémour qui est journaliste chez SoFoot et Rémi Dos Santos et Antoine Mazer qui sont avec nous, qui sont nos spécialistes football sur Sud Radio avec cette question du jour. Finalement, pour l'avenir, Philippe David, quel adversaire souhaitez-vous en 8e de finale? C'est bizarre, c'est un peu les extrêmes. 42% veulent l'Arabie Saoudite. 33 l'Argentine, là c'est quand même nettement plus pompeux avec 2 étoiles sur le maillot, 17% la Pologne et 8% le Mexique. Tiens, on va faire un tour de table, ça réagit, on a Jean-Paul Couder avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du pôle féminin du Bergerac Périgord FC. Tiens, on va commencer, on va faire un tour de table. Qui est-ce que vous voudriez avoir en 8e de finale entre l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexique ou la Pologne? Jean-Paul. Si j'avais à choisir, je dirais l'Arabie Saoudite. Oui, on va continuer le tour. Chérif. L'Argentine, il faut jouer les meilleurs. Merci. Cécile. L'Argentine aussi, moi, à fond. Philippe. L'Argentine pour la beauté du match. 49% souhaitent l'Arabie Saoudite. Non, c'est 42%, ce qui est déjà pas mal. C'est un pronostic de pleutre. Moi, je suis tout à fait, comme dirait l'autre, tout à fait d'accord. L'Argentine, on joue au football, on joue au football. Parce que vous êtes franco-brésilien et que vous rêvez de voir l'Argentine perdre. Ça, c'est un fait. Mais là, on parlait de football. Franchement, moi, j'ai pas du tout envie de voir un match l'Arabie Saoudite. Antoine? La Pologne pour moi. Ce sera une équipe européenne qu'on connaît bien le style de jeu et avec une équipe qui n'est pas encore en grande confiance cette compétition. Donc je pense qu'ils vont perdre contre l'Argentine ce soir. Donc on devrait hériter de la Pologne. Rémi? L'Argentine. Je suis le seul à vouloir prendre l'Arabie Saoudite qui est la moins bien classée au classement mondial. Mais justifiez ce choix. Je justifie que pour moi, alors sauf le Mexique qui est très faible mais que je vois absolument pas passer, je pense qu'ils ont fait un exploit en battant l'Argentine. Ils ont fait un match propre contre la Pologne mais ils ont perdu. Et je pense qu'ils n'ont pas un Lionel Messi qui est capable sur un coup de génie en 1 seconde et demie de faire basculer un match. Non mais c'est la Coupe du Monde, c'est un 8e. Moi j'ai pas envie de voir un match France-Arabie Saoudite en 8e de finale. Mais parce que vous avez peur qu'on perde. Franchement, non, mais j'ai plus peur de perdre contre l'Argentine. Oui, c'est vrai, j'avoue, je suis pleutre. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ouais. Et non l'inverse. C'est quand même un peu bizarre. Tiens, Chérif Guémour, l'Argentine, on veut le spectacle, quitte à risquer de perdre, mais est-ce que finalement l'Argentine, on va pas revenir sur le match des Bleus aujourd'hui, est si forte que ça? Parce que elle a pas montré énormément de choses. Elle perd contre l'Arabie Saoudite et elle bat un Mexique que j'ai trouvé personnellement, mais vous me donnerez votre avis, très faible. Rémi Dos Santos a dodeliné de la tête. Oui, c'est comme dans Hibernatus. L'Argentine, on s'est un peu laissé abuser par le début de championnat, par contre qui est vraiment très très bon de Messi avec le PSG. Ils ont gagné
la Copa América l'année dernière, donc voilà, c'est toute une génération qui a enfin gagné un titre international. Mais quand on met Messi de côté, citez-moi dans cette équipe d'Argentine des grands joueurs qui jouent dans des grands clubs. Il n'y en a aucun. Ah bah Di Maria. Il y a des noms. Oui, non, mais Di Maria, il est sur le déclin. Il n'est pas titulaire à 100% avec la Juventus. Il y a évidemment De Paul qui joue à Atlético Madrid. Il y a des noms, mais c'est pas une constellation de joueurs impressionnants. Ils ont été très décevants à la fois dans leurs 2 matchs. Après, ça reste l'Argentine. Déjà, il faudra qu'il passe. Moi, en général, je préfère toujours attendre quand même que tout le monde ait joué ces 3 matchs, avec les coiffeurs ou sans les coiffeurs, pour me faire une idée quand même un peu définitive. Cette équipe d'Argentine est décevante. Elle est sur le papier à la portée de la France. Et puis pour la beauté de l'affiche, moi je veux que des grands noms dans le parcours de l'équipe de France. Voilà. Bon, Jean-Paul Couder, vous voulez que des grands noms, vous aussi? Alors on commence par l'Argentine, on continue par l'Angleterre, comme ce sera le vainqueur d'Angleterre-Sénégal, et puis après on verra. On ne connaît pas encore. Oui. On peut attaquer par l'Argentine, mais je reste persuadé que l'Argentine est une grande équipe qui pour l'instant est en rodage. C'est une équipe qui est programmée pour aller un peu plus loin et qui pour l'instant n'a pas joué à sa juste valeur. Si on joue l'Argentine, on aura un match très très compliqué, je pense. Rémi Dos Santos, justement. Alors moi, je pense qu'on est un peu biaisé par le pédigré de l'adversaire et par son capitaine, évidemment, Messi. L'Argentine est arrivée avec, je sais plus, 35 ou 36 matchs d'affilée sans défaite, dont la Copa América. 34, je crois, exactement. Mais face à la Jamaïque, face au Pérou, à la Bolivie, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes, ils n'ont pas affronté énormément de gros adversaires. Ils ont certes battu le Brésil en finale de Copa América, ils ont battu l'Italie, mais l'Italie, elle n'est même pas à la Coupe du Monde déjà, donc c'est pareil, ça remet en perspective. Et puis derrière, c'est toujours aussi faible. Donc je pense que des Mbappé, des Dembélé, des Giroud vont se régaler de la défense argentine. Sans doute, on aurait intérêt à proposer, pour que la France soit sûre de gagner, une équipe plus médiocre que l'Argentine, mais pour la beauté du match, ça va être super. Ouais, bah surtout quand on se souvient de celui d'il y a 4 ans avec le 4-3 qui était sensationnel. Il vous a plu celui-là. Ah, le but de Pavard surtout, oui. Frédéric Jouve. L'Argentine d'abord, elle n'est pas pire que la Tunisie, loin de là. Elle n'a pas besoin de beaucoup de ballons. Messi pour marquer, on l'a bien vu récemment. Contre les grands joueurs, moi Fernandez pour moi, Benfica c'est un grand joueur. Et d'ailleurs, le but qu'il met, pour moi, c'est le 2e plus beau but de la Coupe du Monde après celui de Richarlison au Brésil. Donc voilà, il va falloir la prendre très au sérieux cette équipe, si toutefois on la joue. Antoine, c'est pas la meilleure Argentine de l'histoire quand même quelque part. Non, ça c'est sûr. Mais là on est dans les spéculations. Pour l'instant, l'Argentine n'est pas encore sûre d'être qualifiée. Oui. C'est vrai que c'est vrai parce que ça se trouve ce soir peut-être que l'Argentine sera éliminée. Ah, là ça ferait du bruit. Mais c'est vrai qu'il y aura aussi une grande revanche dans les Argentins si on devait les retrouver en 8e de finale. Mais c'est vrai que cette équipe elle a quand même quelques lacunes, mais elle a quand même des bons petits joueurs. On les a cités, Fernandez, on a notamment McAllister, le milieu de terrain, et puis Alvarez. Et puis Otamendi. Oui, c'est plus un petit joueur, Otamendi. Il est quand même pas mauvais. Grande référence. Mais c'est vrai que c'est une affiche de rêve dans le monde dans le paysage du football. Mais dans cette compétition, on a bien vu que les têtes de série et les favoris, ça veut rien dire. Il y a que des surprises. Donc à voir quand même ce soir, on va quand même regarder ça attentivement. Rémi, moi j'attends de voir déjà ce que va réussir à montrer aussi l'Argentine face à la Pologne, qui va jouer regroupé. Les Polonais, ils peuvent se permettre de jouer le nul, donc on va voir ce que donne l'Argentine quand elle a encore une fois le ballon face à une équipe qui est solide derrière. Et voir comment les Polonais vont pouvoir jouer en compte. Je pense que c'est évidemment avec un très grand avant-centre. Il faut voir comment les Polonais vont jouer parce que ça peut être intéressant pour le 8e. Chérif, est-ce que depuis les 2 fois où l'Argentine a gagné la Coupe du Monde, elle avait 78-86, elle avait une défense en béton, et on a l'impression que cette année la défense, comme disait un certain Thierry Roland, c'est pas la sécurité sociale. Non, pas du tout, mais il y a un problème de fond avec cette équipe d'Argentine, c'est que le sélectionneur n'a toujours pas trouvé en gros son 11 type. Il y a eu beaucoup de changements entre le premier et le deuxième match. Tactiquement, il tâtonne encore. Et c'est pour ça que je dis attendons quand même le 3e match, même si je maintiens mon pronostic. Moi, je veux jouer l'Argentine et je pense que l'équipe de France est meilleure sur le papier. Je préfère attendre quand même le 3e match de l'Argentine, voir s'il y a une réaction, s'il stabilise un 11 type avec un fond de jeu un peu plus clair. Et évidemment, s'ils mettent 4-0 à la Pologne ce soir, ça voudra dire que cette équipe elle va sérieusement entrer dans sa compétition. Mais pour l'instant, elle est décevante et en effet, elle affiche des faiblesses derrière.
Antoine. L'avantage de l'Argentine, c'est qu'elle a très peu de blessés, elle a quand même une belle profondeur de banc, et surtout elle a pris qu'un seul carton jaune dans la compétition. Donc depuis le début de la compétition, c'est le défenseur Montiel, et donc ça leur voilà, ils ont quand même un effectif qui est quand même assez complet, assez pléthorique, ce qui leur permet de pouvoir peut-être faire tourner si jamais il y a quand même un score, et surtout de pouvoir proposer une équipe très compétitive. C'est Bernard Montiel, ça, non Bernardo. J'ai failli la faire, je me suis dit je vais la laisser à Frédéric Jouve, c'est notre directeur des programmes, alors comme ça c'est réglé. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants, la suite des vraies voix du mondial avec nos spécialistes et nos grands amateurs. Dans quelques instants on est ensemble, on parle foot jusqu'à 19h30, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David, Cécile de Minibus. Retour dans les vraies voix, on est ravis de vous retrouver et on parle toujours football avec nos éditorialistes. En tout cas, Philippe Bilger est avec nous, Frédéric Joudev est avec nous, Sheriff Guémour est avec nous, Rémi Dos Santos est avec nous et Antoine Mazer est avec nous. Et notre auditeur Jean-Paul Couder, responsable du pôle féminin du Bergerac Périgord FC. Il y a les compositions qui sont tombées, on peut les donner rapidement pour Pologne-Argentine. Oui, on va faire le point après des autres adversaires. On va rappeler, voilà, Lionel Messi sera bien là, accompagné de Di Maria. Petite surprise aussi en attaque, Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter, qui sort et qui laisse sa place à Julian Alvarez, 22 ans. Le petit, il va avoir une sacrée mission. Le milieu, c'est quasiment du classique avec Fernandez, celui qui a marqué le super beau but face au Mexique, avec De Paul et McAllister. Et en défense, Otamendi, on en parlait tout à l'heure, Romero, Molina, Acuna et le gardien Emiliano Martinez, le gardien d'Aston Villa. Et en face, pour côté polonais, on a bien Robert Lewandowski, capitaine de cette équipe de Pologne, avec notamment Frankowski. Et puis on retrouve aussi des joueurs comme Zelinski, Chesney, Kamil Glik, et puis après voilà Krikoviak, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Équipe complète des deux côtés avec quelques petites surprises quand même, mais ça reste quand même les équipes qui sont à meilleur effectif possible. Tiens, Jean-Paul, vous voyez la Pologne capable de battre l'Argentine, avec notamment Lewandowski qui est quand même peut-être le meilleur avant-centre du monde aujourd'hui. Absolument, même en dehors de Lewandowski, ils ont une très belle équipe. Ils sont très très bien équilibrés, c'est très fort au milieu. C'est très bon derrière, donc ils sont tout à fait capables de battre l'Argentine. Sheriff, d'accord avec Jean-Paul, la Pologne peut battre l'Argentine ce soir ? Oui. Et là, ce serait vraiment le cas, parce que si l'Argentine perd, elle est à la porte, a priori. Bah, elle sera à la porte. Oui. non, mais je veux dire par là, regardez, Lautaro, c'est une preuve supplémentaire de la déception de cette équipe d'Argentine. Lautaro, c'est l'un des meilleurs attaquants en Europe. On l'attend, c'est la Coupe du Monde. Il répond pas présent. C'est une déception de plus avec cette équipe d'Argentine. Les deux équipes ont vu la mort en face, donc ça risque de donner un match assez électrique, assez plaisant, ou alors très fermé. On verra bien. Mais je sens plus une dynamique. Les Argentins, ils ont la force en eux parce que bon, c'est des habitués et tout. Bon, peut-être qu'ils vont finir par s'imposer parce que ils ont l'expérience des grands tournois. Et puis voilà, Messi va nous mettre un coup franc en pleine lucarne à la 15e et puis après ce sera plié. C'est possible. Ils ont ce joueur quand même encore qui est capable de faire la différence et d'enterrer l'adversaire. Mais moi, je retiens la joie des Polonais d'être revenus de très très loin et d'avoir l'occasion de créer l'exploit. Une Coupe du Monde, c'est aussi ça. C'est créer des exploits, comme l'a fait l'Arabie Saoudite ou le Japon. Voilà, c'est ça. Ou alors cet après-midi, l'Australie qu'on voyait pas du tout. Bah, maintenant, ils sont en 8e. Aux Polonais de saisir leur chance. Et un carton rouge, Frédéric Jouve. Vous voulez mettre un carton rouge? Oui, c'est un carton rouge parce que c'est la grosse surprise de ce mondial en fait. C'est le Danemark, quoi. C'est la surprise inverse, c'est-à-dire c'est la surprise négative de ce mondial, c'est-à-dire une équipe qui a pas perdu un match lors de la phase éliminatoire, une équipe qui a fini demi-finaliste à l'Euro, une équipe qui bat par 2 fois l'équipe de France et qui nous sort de la Ligue des Nations, et une équipe qui finalement ne se qualifie même pas pour les 8e de finale. Mais on l'a pas reconnu contre l'équipe de France. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient perdu tout punch. Ça fait comme s'ils ne voulaient pas gagner. Comme dirait l'autre, c'est l'équipe qui a fait pchit, quoi. Oui. N'oubliez pas qu'il y avait un joueur important, Delaney, qui s'est blessé. Qui s'est blessé. Et c'est un peu, pour aller très vite, c'est un peu le pendant de Makelele avec Zidane. Et lui, toute proportion gardée, attention. Et lui, c'était le bon lieutenant d'Eriksen, en fait. C'est son porteur d'eau. Il n'était pas là, d'où les difficultés. Mais c'est énorme déception, le Danemark. Je m'attendais pas à ça. Je les voyais plutôt faire une bonne Coupe du Monde et sortir avec l'équipe de France, évidemment.
Tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour ça. Rémi, la Pologne peut battre l'Argentine? La Pologne peut battre l'Argentine, bien sûr, avec les carences défensives. On en a parlé de cette Argentine. Robert Lewandowski peut très bien s'amuser. Très bien s'amuser. Antoine, même chose. Est-ce que quelque part aujourd'hui, ces équipes, alors je vais nous refaire un peu petit cocorico, elles n'ont pas intérêt à se dire on préfère se prendre l'Australie que l'équipe de France, comme un personnage pleutre préfère prendre l'Arabie Saoudite plutôt que l'Argentine? Je ne dirais pas qui c'est, pour ne pas me faire accuser de narcissisme. C'est obligatoire. C'est vrai que même... Voilà, quand on voit l'équipe d'Australie, quand même, je trouve ça monte en puissance quand même, ça reste costaud. Quand on regarde le match face au Danemark, on en pourra en parler, mais 38e nation mondiale, on le rappelle, l'Australie, juste avant le début de la compétition, quand les Australiens ont découvert la liste, ils demandaient déjà la démission de leur entraîneur, juste avant que la compétition ait commencé. Donc là, il a montré à tout le monde comme quoi il pouvait faire quelque chose avec ce groupe-là. Il y a quelques petites anecdotes qui sont quand même assez folles autour de cet effectif-là, mais c'est vrai que côté polonais, pour l'instant, ils n'ont pas vraiment montré. Ils ont fait un petit braquage quand même contre l'Arabie Saoudite où ils marquent grâce à des individualités. Ce soir face à l'Argentine, on attend vraiment que la Pologne monte en puissance et là on pourra vraiment juger le niveau de cette équipe polonaise. Il y a quand même du beau monde sur le banc, Arkadiusz Milik qui est passé par l'Olympique de Marseille qui joue à la Juve, il y a Piatek, ils ont des très belles animations offensives. Moi c'est un petit peu plus au milieu de terrain où j'attends un peu plus de sécurité. Il y a notamment Piotr Zielinski qui joue au Napoli, qui est un super joueur du Napoli. Donc on va voir si au milieu de terrain ils arrivent vraiment à remporter la bataille du milieu de terrain. On sait que c'est très important face à un milieu de terrain argentin qui quand même a des certitudes. À des bons joueurs. Oui, Frédéric. Non, mais revenons à l'équipe de France. Franchement, je le redis, et Jean-Jacques Bourdin a raison dans ce qu'il dit tout à l'heure. On joue une Coupe du Monde. On est champion du monde en titre. On cherche une 3e étoile sur le maillot et on est en train de deviser pour jouer contre l'Arabie Saoudite en 8e. Je suis le seul à être comme ça. Non, mais je rêve. Je suis le seul. Je n'ai pas du tout envie. Moi, j'ai envie de voir des matchs de Coupe du Monde. Il y a 7 matchs à gagner. Voilà, on a déjà perdu un. Voilà. Alors là, ça a mis la clim chez tout le monde en fait. Ça nous a calmé. C'est comme une espèce de reset. Donc, il y a quand même des leaders de vestiaire, il y a des leaders techniques, il y a Didier Deschamps et des joueurs de grande expérience. Donc je pense que dans le vestiaire, ça va se parler et qu'on va retrouver une belle équipe de France en forme dans les 8e. Il faut dimanche. Pas dimanche. Mais arrêtons par pitié de deviser sur le sort de l'équipe de France en passant par l'Arabie Saoudite. Quoi. On va conclure par un tour de table. Alors on n'a pas l'adversaire, on l'aura vers 22h ce soir. Chérif, est-ce que la France va passer les 8e, que ce soit face à l'Argentine, à l'Arabie Saoudite, au Mexique ou à la Pologne? Sur le papier, oui. Et dans les faits? Dans les faits, je parle du 11 titulaire. Je parle de l'équipe de France B ou A'. L'équipe de France A est meilleure que les 4 équipes que vous venez de citer. Jean-Paul, est-ce que les Bleus vont passer les 8e dimanche 16h? Oui, je pense que oui. À partir de maintenant, à partir du 8e, c'est une nouvelle compétition qui commence. L'équipe de France, elle est aussi programmée pour les 8e, les quarts, les demi et éventuellement la finale. Donc oui, je pense qu'ils passeront les 8e. Après, en quart, c'est différent. On risque de prendre l'Angleterre. Ce sera Angleterre ou Sénégal si on passe. Et l'Angleterre, même le Sénégal d'ailleurs. Mais l'Angleterre, c'est très 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 fort. C'est vraiment très fort. C'est fort sur toutes les lignes. Et je pense que ce sera très difficile à battre, mais bon, on est capable, on est tout à fait capable. Et ils sont vice-champions d'Europe. On est aussi très difficile à battre. Oui, on va passer les 8e. J'ai scrupule à fragiliser tout ça, mais moi, j'ai pas trouvé l'équipe de France éblouissante contre le Danemark, franchement. Et non, mais... je ne sais pas. Contre l'Argentine... la France va passer les 8e, quel que soit l'adversaire des 4. Oh oui, définitivement oui. Ça c'est bien, il y a le moral. Antoine. Bien sûr, Cocorico. Ah oui, alors. Non, on va passer. Non, oui, non, franchement, on va monter en puissance, on a confiance. Franchement, c'est une équipe qui, dans les grandes compétitions, va se révéler. On voit Griezmann qui monte en puissance. Tous les titulaires, ils sont quasi. Il y a aucun titulaire quasiment qu'à l'issue, à part sur le côté droit, où vraiment c'est la seule interrogation. Oui, entre Pavard et Koundé. Voilà, mais à part ça, tout le monde monte en puissance et ça va le faire. Et l'effet d'aujourd'hui, Antoine va pas briser un peu la puissance? Je pense que ça aura quand même peu d'impact. Bon, c'est dur de répondre en une seule phrase, mais je pense que ça aura quand même peu d'impact. Et comme on l'a dit, on a des meneurs d'hommes, on a des leaders qui ont cette expérience-là. Et quand même, mine de rien, même s'il y a des surprises, dans une compétition comme ça joue. Rémi, on va passer les 8e? Oui, sans problème. Sans problème, quel que soit l'adversaire. Quel que soit l'adversaire. Bon, bah, écoutez, comme chantait la compagnie créole, c'est bon pour le moral d'écouter les pronostics des vraies voix. Merci beaucoup, Jean-Paul, responsable du pôle féminin du Bergerac Périgord. Merci, Chérif Guémour, de SoFoot. Toujours un plaisir de vous avoir.
Merci, le plaisir est pour moi aussi. Et merci à tous. Merci Philippe Bilger, merci Frédéric Jouve, merci Antoine, merci Rémi. Et vous restez avec nous dans un instant, les promoteurs immobiliers face aux défis climatiques, sociétaux et sociaux. Josué Janin sera avec nous, directeur adjoint de la promotion nationale chez Constructa. À tout de suite.